à court ou moyen terme, secteur d'urbanisation future et le secteur non urbanisable. Donc on planifie cette urbanisation qu'il ne faut pas gérer d'une manière donc, arbitraire et d'une manière donc, aléatoire. Aujourd'hui, on va mettre ce programme au niveau du côté sud. Demain, on va mettre tel ou tel équipement au niveau... Donc toutes ces actions-là sont maîtrisées au niveau de cet instrument, qui est à son tour donc décliné en plan d'occupation de sol. Ce plan d'occupation de sol, donc, il va au détail à la parcelle. Donc il réglemente au mètre carré, il fixe les droits d'usage et les droits de construire. Pour vous dire que c'est vrai que ces instruments devraient donc nous assurer une meilleure croissance urbaine, une maîtrise de cet étalement urbain et quelque part, il y a quelques limites qui sont affichées, il y a quelques difficultés également qu'on va citer tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure plus précisément à chaque question, mais vous me donnez l'occasion de poser la question à M. Rachid Sidi Boumediene. Ça me rappelle un peu le titre d'un de vos ouvrages, l'échec des instruments ou l'instrument de l'échec, concernant le résultat qu'on obtient aujourd'hui. Bien sûr, le titre, c'est un peu à la fois une provocation, hein, parce qu'il doit attirer l'attention sur la condamnation habituelle qu'on fait des instruments d'urbanisme, dire le PDO n'a pas été capable d'eux, les instruments n'ont pas été capables d'eux, n'ont pas permis d'eux, etc. Est-ce que c'est un échec des instruments? Donc les instruments sont bons, mais on n'a pas su les utiliser. Ou bien est-ce qu'on a utilisé les instruments, mais on les a mal utilisés, donc on intervient un échec? Et il y a un jeu de mots aussi sur la notion d'échec. Il peut y avoir, on va dire, un échec technique et une réussite sociale, ou l'inverse. Moi, il me semble important, pour pouvoir franchement aborder chacun des points, il faut les découpler. On ne peut pas les traiter ensemble. C'est-à-dire, on ne peut pas traiter à la fois ce qui relève d'une politique de l'habitat, à la fois dans sa conception, c'est-à-dire comment est conçue une unité de vie, une unité de voisinage, quartier, etc., etc., comment est pensée une typologie et comment est pensée la réponse aux citoyens. Parce qu'il faut bien se rappeler, actuellement, il y a de gros volumes de construction qui sont faits en grands blocs de 10 000 ou de 15 000 logements qu'on appelle pôles urbains, mais il y a eu toute une période sur les 30 dernières années où la réalisation par les habitants a dépassé tout le temps les réalisations de l'État. Il ne faut pas l'oublier. Ce qui est fait dans le privé est beaucoup plus important que ce qui est fait dans le public. Ah, tout à fait. Entre 80 et 90, 2000, peut-être que la production des acteurs privés a dépassé le volume. D'autant plus, et ça remet en cause la définition de dire nous avons réalisé 1 200 000 logements ne veut rien dire. Parce que quand un privé dit j'ai obtenu un permis de construire pour un logement, en réalité il en fait 3 ou 4. Et il en fait 3 ou 4 de l'ordre de 90 à 100 mètres carrés, alors que l'État en fait peut-être un, il appelle un, ça sera un logement en moyenne de 70 mètres carrés. Donc, déjà, dans le mot logement, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette dynamique? Elle a commencé avec les réserves foncières communales. Les municipalités avaient le monopole des transactions, devaient acheter les terrains pour les utiliser pour réaliser les équipements dont les communes avaient besoin, et aussi pour permettre aux citoyens de se loger. Le gros problème des municipalités, c'est que, avec l'habitude ancienne qu'avait l'État d'être le plus fort, le plus jeune, le plus beau, etc., etc., on prend le terrain, c'est la prise de position d'urgence, et après on fera les papiers. Les municipalités ont pris possession de terrain, ne les ont pas payés, le cadastre n'existait pas, donc il n'y a pas eu de régularisation des situations foncières. Donc maintenant, quand il y a une loi qui sort... Les lotissements, oui. Les lotissements municipaux, les lotissements par les organismes publics. Le gros problème, c'est que quand une loi est faite, 2008, je crois, hein, qui dit « Ah oui, à partir de maintenant, il faut régulariser ». Derrière la construction qui n'a pas son permis, il y a d'abord un problème foncier. Et dans peut-être 60% des cas, ce problème foncier est dû au fait que les organes publics n'ont pas fait leur travail en matière de transactions foncières. Le texte sur l'urbanisme, sur le PDO, dit
le droit à construire sont liés au droit de propriété. Celui qui n'a pas le titre de propriété ne peut pas avoir le permis de construire. Et on se retrouve comme ça avec je ne sais pas combien de milliers de constructions qui sont dans l'illégalité, qui est une illégalité peut-être foncière, une illégalité peut-être supposée. Donc voilà un premier point. On ne peut pas globalement traiter du logement public, ni globalement traiter de la manière dont les citoyens ont agi. Il y a un deuxième facteur qu'il faut prendre en considération, parce qu'à mon avis, il permettrait de changer honorablement son fusil d'épaule par rapport aux citoyens, c'est le fait que ce nombre de constructions a révélé une dynamique extraordinaire de construction. D'abord une dynamique de construction extraordinaire qu'on voit dans le moindre petit village d'Algérie, je dirais même dans le moindre Qsar. Le deuxième élément, c'est que si vous comparez les grands programmes publics réalisés actuellement par l'État, c'est de grands déserts avec des tours et des immeubles. Mais quand vous regardez les zones dans lesquelles l'habitat a été réalisé par les citoyens, ce sont de grands pôles d'activité économique, que ce soit Dubaï ou la Samar ou la... Il y a quand même le fait suivant, c'est que les citoyens, dans cette anarchie relative, ils disent « Ouamen el-Moutassib » qui est à la cause, hein, et quelle anarchie y a-t-il? Foncière? Mais est-ce que tout ça, ça n'a pas été, ce n'est pas dû à l'absence d'une planification urbaine? C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger, à mon avis, la question de la planification. Est-ce qu'il y a une approche stratégique déjà? Écoutez, ne confondons pas la notion de planification urbaine avec le fait que les instruments d'urbanisme hérités des Français et qui ont fonctionné jusqu'à 90 sous le nom de PUD et qui fonctionnent depuis 90 à nos jours selon le machin sont des outils réglementaires. En 2 minutes, comment on fait un plan? Voilà la situation dans la ville, voilà les zones dégradées, voilà les zones d'activité, voilà les parcs, voilà les jardins, voilà les routes. Dans 30 ans, à quoi peut-on s'attendre avec telle croissance de population? Il faudra tant de logements, tant de machins avec telle densité qui veut dire qu'il faudra occuper... Alors, 90-2015, quel constat? Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé entre-temps qu'il y a eu le schéma national d'aménagement du territoire qui a fixé une doctrine valable pour tout le monde, pour tous les ministères, je veux dire, avec des plans sectoriels que chacun des ministères devait appliquer de manière disciplinée, qui a établi une hiérarchie des villes, ce qu'elles devaient devenir dans le temps, dans lequel il y a la trame des villes nouvelles et dans lequel il y avait les grandes métropoles et le rôle de ces grandes métropoles. Allez-y, monsieur. Oui. En fait, si je peux me permettre, hein, moi je suis architecte, là, praticien, notre pays, avec les différentes régions, qui sont si différentes les unes des autres, doit disposer d'instruments d'urbanisme absolument qui doivent répondre aux besoins des populations. Et les besoins des populations du Sud ne sont pas celles du littoral ou des régions montagneuses. C'est répondre à ces besoins, obtenir donc des instruments d'urbanisme qui doivent être approuvés pour qu'ils soient opposables. Il n'est pas aujourd'hui normal d'appliquer des règles générales dans le Sud, alors qu'on sait pertinemment que les Qsar, qui sont aujourd'hui encore à Ghardaya, n'ont pas été construits, et dans ces endroits-là, on ne peut pas appliquer des prospects entre des constructions. Il y a un climat, il y a un vent de sable, il y a... Donc, est-ce que vous voulez dire que les différents programmes ne prennent pas en considération les caractéristiques géographiques des différentes régions? En tout cas, pas assez. Alors, la question qu'on pose à M. Ben Saad. Bon, je reviens à ce que venait de dire M. Sidi Boumediene. Effectivement, donc, il parlait de l'époque 74-86. Donc, il y avait les réserves foncières communales. À l'époque, donc, la loi, l'ordonnance 74-26, régissant les réserves foncières communales, donc stipulait que chaque commune doit avoir un périmètre urbain et que toute l'assiette intégrée dans le périmètre urbain doit être reversée les réserves foncières communales à l'époque. Et j'avais tout à l'heure dit que devant les besoins sans cesse croissants, il y a eu donc une action, je dirais peut-être hâtive, dans le cadre de ces PUD. Il y avait certains dépassements. Comme l'avait signalé, il y avait une surconsommation abusive de foncier, il y avait l'absence de régularisation de ce foncier. Mais la loi 90-29 est venue d'abord pour mettre un peu de l'ordre dans tout ça.
D'abord, nous avons cassé ce monopole par la libération du marché des fonciers. Donc, nous avons intégré plusieurs acteurs concurrentiels dans le marché du foncier, qui est l'axe révolutionnaire de toute action de développement. Donc, le propriétaire privé qui n'avait pas le droit d'acheter ou de vendre est devenu un véritable acteur foncier. 2. Donc, les promoteurs fonciers, tels que l'émergence des agences foncières, de la ADN, les privés qui pouvaient faire la promotion foncière. Et pour éviter donc une organisation anarchique de ces espaces urbains, nous avons mis en parallèle des instruments d'urbanisme, qui sont le PDO et le POS. Et nous parlons d'un urbanisme de participation. Donc tout à l'heure, monsieur parlait de la participation des citoyens. On parle de l'urbanisme de participation, le fait que ces instruments sont prescrits par délibération communale. Donc l'acteur principal, c'est la collectivité locale, c'est les élus, donc l'APC. Deuxièmement, il y a une commission d'aménagement et d'urbanisme qui suit l'élaboration de ces instruments. Donc, et qui intègre en son sein, en plus des administrations et services publics, donc il y a tout ce qui est association du patrimoine historique et également le privé. Et en fin de course, ces instruments, une fois adoptés, ils sont soumis à des enquêtes publiques. Oui, mais monsieur donc le poste, c'est 60 jours, il est soumis à une enquête publique. C'est vrai que cette culture est nouvelle chez nous. Non, mais il y a une responsabilité quelque part. Vous parlez de collectivité locale. Parce que quand on regarde ce qui se passe, par exemple, vous ne citez que la Métidia, comment est devenue la Métidia, comment on a exploité des terres agricoles pour les envahir de béton. On a du mal à croire que ces instruments ont rempli un peu la mission qui leur a été assignée. Moi, je reviens sur ces instruments. Donc, comme l'avait signalé, ces instruments, ce sont des instruments techniques, certes, ce sont également des instruments juridiques. Donc, une fois approuvés, ils deviennent opposables aux tiers. Et ces instruments, donc, ont fait participer tous les acteurs, comme je l'avais dit, que ce soit donc services ou administration publique. Vous parlez donc des terres agricoles. Il y a, je pense que les services donc compétents en la matière sont acteurs principaux dans l'élaboration de ces instruments. Et un des fondements du PDO, c'est la préservation et la valorisation des terres agricoles. Donc, pour le cas d'Alger, c'est vrai que c'est un peu complexe par rapport donc, à la saturation des secteurs d'urbanisation. Une forte demande. Voilà, par rapport à la saturation des secteurs d'urbanisation et aussi par rapport aux besoins sans cesse croissants de la population et d'urbanisation. Mais dans le cadre, je reviens, dans le cadre du PDO qui est en cours de révision, c'est vrai que ces instruments ont affiché leurs limites à un moment donné par rapport. Moi, je vous dis, en tant qu'ancien duc, avec la prospérité économique qu'a connue l'Algérie ces dernières années, les instruments ne s'accommodaient pas avec cette volonté politique de l'État. À un moment donné, on avait des inscriptions donc, à l'indicatif des wilayas où le POS et le PDO ne prévoyaient pas ces équipements. À titre d'exemple, j'étais dans une wilaya où d'un seul tenant, on nous a inscrit 4 hôpitaux. Aucun poste, aucun PDO ne prévoyait ces hôpitaux. On nous a inscrit des barrages. Donc, dans le cadre également de cette vision stratégique déclinée dans le cadre du SNAT et du SRAT et des schémas directeurs donc, de chaque secteur, on n'avait pas donc, des équipements. Donc, on était obligé de réviser les PDO. Le cas d'Alger, par exemple, la révision du PDO, donc, elle a limité l'étalement urbain, donc il faut freiner l'urbanisation au niveau d'Alger. Et un des axes importants de développement, c'est de travailler la ville sur la ville, donc encourager les opérations de régénération urbaine. L'option, c'était 0 hectare agricole dédié à l'urbanisation. Et nous avons injecté d'autres concepts nouveaux, tels que les agriparcs, qui visent justement à renforcer la vocation agricole et freiner l'étalement urbain. Il faut dire aussi qu'à Alger, il n'y a plus de foncier. Oh, effectivement. La preuve, c'est qu'actuellement, nous sommes en train d'absorber les besoins de la population d'Alger au niveau des wilayats limitrophes.
parce que ça c'est une question très importante. Est-ce que Alger doit trouver ses solutions au niveau d'Alger? Je pense la question est très facile. On avait dit qu'il faut freiner l'urbanisation au niveau d'Alger, donc développer les villes nouvelles qui sont justement donc, érigées dans ce cadre. C'est freiner d'abord, desserrer la pression qui est exercée sur les grandes métropoles, notamment Alger, Blida. Alors on a parlé un peu des problèmes, mais si on parle des solutions, est-ce que la situation est réversible? Oui. Écoutez, excusez-moi. J'en prie, il n'y a pas de problème. Quand vous dites, je vous ai dit, il faut découpler la question de la planification urbaine, qui a un cadre stratégique et qui a des instruments intermédiaires que sont le SDAM, le PAO, etc., et le PDO qui reste un outil réglementaire, qui n'est pas un outil de planification urbaine. Ça, c'est pour guider les stratégies. Encore faut-il, comme ça vient d'être souligné, que chacun des secteurs joue le jeu. Cela veut dire que le plan d'occupation du sol au sein du PDO soit effectivement utilisé par les différents ministères dans leurs programmes, comme le dit le PDO, de la même manière qu'on doit appliquer les règles qu'il y a dans le PAO. C'est-à-dire tous les ministères, tous les organismes doivent jouer le jeu. Ça, c'est une chose. Maintenant, dire qu'à Alger, on manque du foncier, mais il faut le prouver. Est-ce que notre politique en matière d'habitat, et il y a d'autres politiques en matière d'habitat, vous savez qu'il y a des pays dans lesquels le traitement de la question urbaine, ça s'appelle avant tout faire la ville sur la ville. Cela veut dire qu'on peut, avec Alger tel qu'il est, résoudre un certain nombre de problèmes dans Alger. Mais il faut que chacun des acteurs joue le jeu. Il faut que tout le monde joue le jeu. Et le premier à devoir jouer le jeu, c'est le ministère de l'Habitat, dans laquelle la logique de construction vite coûte que coûte, de fixer des objectifs purement quantitatifs, fait que la règle de non-occupation des terres agricoles, elle est mise de côté. Mais est-ce que le ministère de l'Habitat a une autre alternative pour répondre à la forte demande qu'on connaît aujourd'hui? Si le ministère de l'Habitat consulte les gens qui sont en Algérie, les citoyens et les gens qui ont de l'expérience, et il y en a beaucoup, peut-être, oui. Mais le changement politique ne revient pas aux techniciens comme nous. Si je peux me permettre allez-y, simplement de préciser une chose. Lorsque les instruments d'urbanisme ne répondent pas aux besoins, lorsqu'ils sont absents, on connaît la faible quantité de postes qui est approuvée à Alger par exemple, le citoyen trouve tout seul la solution. Voilà. Si ça n'est pas adapté, les instruments d'urbanisme doivent permettre l'épanouissement de l'individu et par son extension, la société. Lorsque on a dans un quartier nouveau, comme l'a dit M. Sidi Boumdienne tout à l'heure, pas d'espace récréatif, pas d'espace public partagé, pas de zone d'activité. Et là, je le rejoins parfaitement. C'est ce que je pense. C'est dans l'habitat, dans les quartiers où le privé a construit, on trouve de l'activité, on trouve des commerces. Finalement, là, on commence à parler de quartiers qui sont compacts, où on trouve à l'intérieur, il manque par contre un manque terrifiant d'espaces publics partagés. Voilà. Donc on n'a pas, les familles n'ont pas où sortir. Exactement, de viabilisation qui est, à la rigueur, elle qui peut se faire, mais l'espace, c'est-à-dire obligé des acteurs privés au public de réserver des assiettes, des surfaces pour de l'espace vert, pour des espaces récréatifs pour les familles, c'est indispensable. Alors faut-il repenser un peu la politique du logement en Algérie, dans sa consécration sur le terrain? Bon, je reviens à la question que vient de poser. Actuellement, si vous avez remarqué au niveau des programmes de logement qui sont en cours de livraison, nous parlons maintenant de cités intégrées. C'est vrai qu'à un moment donné, l'État s'est consacré à la production massive de logements pour faire face à cette demande galopante exprimée par les citoyens. Maintenant, il y a des instructions même de M. le Premier ministre où nous sommes en train de réaliser des cités intégrées. Et j'entends par cités intégrées, c'est des cités qui sont dotées
dans lesquels sont conférées toutes les fonctions urbaines nécessaires. Vous avez peut-être assisté à l'attribution des différents programmes récemment, où tous les équipements de première nécessité sont réalisés en même temps que les programmes de logement. Il n'est plus question de livrer un logement aux citoyens sans qu'il soit doté de toutes les commodités de vie nécessaires. On parle du lycée, on parle de CE1, on parle de l'école, on parle de la crèche, on parle de la supérette. Et nous sommes focalisés en premier lieu, notamment sur les programmes qui sont au cours par une opération de rattrapage, qui doit intégrer obligatoirement tout ce qui est dédié à la sécurité, donc gendarmerie, telles que les sections de sécurité d'intervention, telles que les sûretés urbaines ou les sûretés intramuros. Nous sommes en train de réaliser des crèches, nous sommes en train de réaliser des agences concessionnaires, telles que la banque, telles que la poste, telles que l'antenne administrative. Pourquoi tout cela? Nous savons que nous sommes en train donc de livrer des logements à une population qui est déplacée d'une région à une autre. Donc il n'est plus question de briser la vie du citoyen et il faut assurer toutes les commodités de vie du citoyen au niveau de sa cité. Donc il n'y aura plus de pôle urbain, mais des cités intégrées, si on a bien compris. Je vais revenir au pôle urbain. Pôle urbain, c'est une appellation. Donc au niveau de ces cités, même les espaces donc, de récréation, les espaces publics, sont traités jusqu'au détail. Et là, il y a une instruction qui a été donnée et qui est en application actuellement, c'est que tous ces projets-là, que ce soit les VRD, que ce soit les espaces publics, que ce soit donc les équipements publics, que ce soit les équipements de proximité que nous sommes en train d'intégrer en sous-bâtiment, sont réalisés, par un seul maître d'ouvrage, ça c'est une instruction qui a été donnée et qui s'exécute actuellement, et par un seul opérateur, pour livrer une cité clé en main. Donc je pense que cette question donc, a été au cœur du débat depuis l'année 2012 et qui se réalise actuellement. Tous les programmes qui sont projetés actuellement au niveau des différents quartiers, je dirais, au niveau du territoire national, ne peuvent être lancés qu'à travers l'approbation préalable par le ministère, par une commission, des études qui doivent intégrer impérativement tous ces aspects inhérents à la vie des citoyens. Alors, comme alternative à la surpopulation dans les grandes agglomérations, l'État a opté pour les projets de nouvelles villes. Sidi Abdallah, dans la commune de Mahalma, en fait partie. Un projet lancé en 1996. Il est géré par un organisme. On regarde ce reportage. Il est signé Nawal Abada et on revient juste après. C'est à cela que devrait ressembler la ville nouvelle de Sidi Abdallah. Une ville intégrée, moderne et écologique à la fois. À quelques kilomètres à l'ouest d'Alger, elle compte accaparer 7000 hectares. 3000 urbanisables et les 4000 restants lui serviront de ceinture verte. Et on voit aujourd'hui que la ville nouvelle de Sidi Abdallah connaît un essor quand même considérable. On voit sortir un petit peu ses pôles structurants, on voit sortir ses équipements, on voit sortir ses logements, ces pôles structurants qui sont le pôle santé. Nous avons aussi un pôle pharmaceutique qui est bien là, qui fonctionne. Nous avons aujourd'hui le médicament Made in Sidi Abdallah. Nous avons un pôle universitaire qui vient de démarrer, qui va englober 22 places pédagogiques et 11 000 lits. Nous avons aussi un pôle défense. Nous avons plusieurs pôles qui sont là pour structurer cette ville nouvelle et qui voient le jour aujourd'hui. Elle voit le jour certes, mais pas au rythme souhaité. Il faut savoir que le projet date de plus d'une décennie. Et pour cause, il y a premièrement à définir la déclaration d'utilité publique à donner la déclaration d'utilité publique pour l'assiette concernée. Ça, c'est consacré aussi par la réglementation. Il faudrait qu'elle soit d'utilité publique, sinon on ne peut pas acquérir ou enlever les droits de jouissance ou exproprier un citoyen. De même, après avoir fait cela, il faudrait qu'on détermine qui est le propriétaire. Il faudrait qu'on fasse une procédure d'évaluation. Il faudrait qu'on consigne les fonds. Il faudrait qu'on indemnise. Et après cela, c'est là que vient la prise de possession du terrain. Ça veut dire que quand même la réglementation algérienne a suivi la Constitution dans ce sens où on ne prend
un terrain des mains d'un autre Algérien que si tous les préalables sont déjà faits et que ce citoyen ait eu quand même son indemnisation. L'autre tâche à la charge de l'aménageur de la ville, qui est l'EPIC VNSA, est la mise à niveau du bâti déjà existant. Car il faut savoir que Sidi Abdellah s'étend sur 5 communes. Il est ainsi impensable de tout démolir, mais on ne peut pas non plus faire du neuf avec du vieux. Nous prenons l'emprise totale de la commune de Ma'alma, l'emprise totale de la commune de Rahmania, et pour les 3 autres communes, nous prenons des surfaces partielles. Il y a eu des cités déjà existantes. Et l'intervention sur ces cités-là, c'était de faire des opérations de nivellement du cadre bâti et des espaces extérieurs, et pour que ce soit à la hauteur de la ville. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir des seuils différents, de confort différents au sein de cette ville nouvelle. Des efforts d'envergure et un travail multidisciplinaire impliquant une coopération intersectorielle très étroite s'imposent afin que la ville nouvelle de Sidi Abdellah ne demeure pas un rêve ou une utopie ou une maquette joliment exposée. Monsieur Ben Saad, je pose la question que se pose tout Algérien depuis le temps qu'on parle de la ville de Sidi Abdellah. Là, 19 ans après, nous n'en sommes pas encore à la maquette. Ouais. Alors je reviens d'abord le contexte dans lequel est inscrite la ville nouvelle de Sidi Abdellah et les autres villes nouvelles. Comme nous l'avons abordé tout à l'heure, cette ville s'inscrit dans une politique, donc dans une stratégie nationale, dont l'objectif principal est desserrer un petit peu la pression exercée sur Alger et les métropoles. Donc au niveau de la première couronne, il est prévu 2 villes nouvelles, celle de Sidi Abdellah et des Bouinan. D'abord, c'est assurer l'équilibre de l'armature urbaine, desserrer un petit peu la pression sur ces grandes métropoles et donc redéployer un petit peu la population et les activités. Donc au niveau de la ville nouvelle de Sidi Abdellah, depuis son rattachement donc, au ministère de l'Habitat, comme vous le savez, ce n'est qu'à fin 2013 où la gestion des villes, où la ville a été rattachée au ministère de l'Habitat. Et actuellement, il y a un effort gigantesque au niveau de ces villes nouvelles. Pour le cas de Sidi Abdellah, comme vous l'avez vu, donc il y a un programme. D'abord, il y a un recadrage un petit peu de cette tendance de développement à donner au niveau de cette ville. Tout à l'heure, nous avons abordé un sujet très important, c'est l'activité qui crée la ville, c'est l'activité qui donne de l'âme, qui donne de la survie à la ville. Donc, vous avez constaté, tel que l'avait expliqué le DG de l'EPIC, il y a des pôles d'attractivité. Nous parlons de pôles universitaires, pôles de santé, pôles pharmaceutiques, un pôle des technologies les plus avancées, pôle d'optique, et nous avons donc les différents quartiers. Le processus actuellement est bien mis en œuvre. Nous avons pratiquement relancé la machine et plusieurs actions sont mises en œuvre. Les pôles de compétition et d'attractivité. Mais les infrastructures qui sont à Sidi Abdellah, peut-être qu'on les connaît sur les maquettes. Mais quand on parle de problèmes d'expropriation, on a du mal à penser que ce problème sera réglé. C'est vrai que la procédure est un petit peu contraignante, qui est réglementaire. Donc toutes les phases liées à cette procédure ont été finalisées. Et nous sommes en train actuellement de prendre possession des terrains et l'opération, donc elle avance parfaitement bien. Avec quelques difficultés, c'est par rapport à la culture de notre citoyen. Donc, vous savez, on ne peut pas prendre possession des terrains tant que les fonds ne sont pas consignés. Donc, cette procédure, nous l'avons pratiquement bouclée, comme il a donné des chiffres. Donc, nous avons 7000 hectares périmètre global, dont 3000 hectares périmètre d'urbanisation. Il y a 2600 hectares qui sont déclarés d'utilité publique, qui sont finalisés en procédure. Et si vous avez remarqué, il y a un grand chantier. D'abord, c'est les VRD au niveau du territoire de la ville. Donc, ils sont confiés à une entreprise coréenne qui sont en cours de réalisation. 2, il y a ces pôles d'attractivité, de compétitivité qui sont en cours de réalisation. Et si vous avez visité, il y a des activités qui sont déjà en exploitation, notamment au niveau des pôles pharmaceutiques. Il y a Dar al-Hikma, il y a Sanofi qui est en cours de réalisation. Et l'incubateur de Sidi Abdellah. Il y a l'incubateur, il y a le pôle, le cyberparc. Deuxièmement, il y a un programme de logement très important avec tous les équipements nécessaires conformément
aux dispositions du master plan. Donc nous avons actuellement pratiquement plus de 50% du programme de la wilaya qui est injecté au niveau de la ville nouvelle de Sidi Abdallah. Alors À titre d'exemple, nous avons 47 000 logements location-vente. Nous avons l'équivalent de 4 000 logements promotionnels publics. Nous avons également une grande action dans les... Est-ce qu'il figurait dans le plan oui, préétabli? Bien sûr. Bien sûr, nous avons donc des quartiers résidentiels, nous avons le pôle universitaire, et nous avons une action très importante, il l'avait cité tout à l'heure, dans le VTR, c'est que nous avons des grandes opérations de mise à niveau. Donc les tissus existants, on ne va pas les démolir, donc on va les intégrer dans le processus de développement, et nous sommes en train de finaliser les études de mise à niveau de ces tissus existants pour assurer cette cohérence urbaine et comme assurer une équité au niveau de la ville nouvelle de Sidi Abdallah. Alors la question qui se pose par rapport aux autres villes nouvelles aussi, je me tourne vers vous, Monsieur Sidi Boumediene, est-ce que les nouvelles villes peuvent se poser comme une alternative à la surpopulation, au problème de planification urbaine à Alger? Vous qui disiez tout à l'heure qu'on peut régler le problème même au niveau d'Alger. Oui, moi je suis resté sur ma fin par rapport à la question précédente. Vous avez posé la question, peut-on changer un peu les choses? J'avais dit tout à l'heure que ce qui est important, à partir du moment où le SNAT décrète un certain nombre de choses et que c'est au niveau des plans d'aménagement de wilaya que ça commence à se préciser et les plans d'urbanisme normalement les affinent, à partir du moment où ces programmes de logement sont faits, à Tsal el-Merja par exemple, il faut que les gens qui s'occupent des autres aspects des politiques, par exemple la politique de transport, maintenant les bus et les lignes de transport de masse vers ces destinations. En admettant qu'ils réalisent sa zone intégrée, il faut encore que les activités pour cette population-là soient faites sur place. Sinon, on va pénaliser, en relogeant quelqu'un à 30 km, vous le pénalisez parce que vous lui ajoutez 2 heures de route matin et soir, vous l'avez éloigné de son lieu de travail, vous l'avez éloigné de son quartier, de ses voisins, etc. Donc il y a ce premier rattrapage. Mais le grand rattrapage, c'est le fait de comprendre, donc d'étudier la dynamique de création des logements et des pôles d'activité économique vivaces par les citoyens et d'en tirer profit. La grande passerelle, la grande révolution, c'est que l'État commence à s'adresser aux citoyens et commence à tirer des leçons de ce qu'ils ont été capables de faire et de collaborer avec eux pour la remise, même pas en ordre, la remise à niveau de l'ensemble du tissu urbain. Vous voyez donc, la question de la planification urbaine, c'est aussi la contribution de tous les acteurs et qu'ils s'engagent dans un même plan. Et c'est ça l'une des définitions de l'urbanisme moderne, de la planification stratégique, dans lequel l'ensemble des acteurs s'engagent sur un projet commun et le conduisent à terme. De ce point de vue-là, le SNAT a affecté une mission aux villes nouvelles. Les villes nouvelles, elles ont derrière un aspect qui est de distribution de population à différents endroits de l'Algérie. Il a un deuxième rôle qui est moins visible, c'est le fait qu'à terme, elles seront de nouveaux pôles technologiques. Quand vous regardez le Mniha, quand vous regardez Bourzoul, quand vous regardez Bouinan, Sidi Abdallah et Hassim Saoud, chacune a des missions de haute technologie. Donc c'est une double projection dans le futur. Une projection territoriale pour une redistribution et une deuxième projection, c'est l'Algérie de l'après-pétrole. Et c'est pour ça qu'elles doivent être abordées de manière sérieuse. Sidi Abdallah, qui est un cas de figure, excusez-moi, hein, quand mon ami Ben Saad dit 47 000, 50 000 logements, même si actuellement le train est en cours de réalisation. Parce que la définition d'une ville nouvelle, c'est au minimum, c'est des définitions internationales. 40% de l'activité doit être fournie sur place aux habitants. Pour éviter les catastrophes qu'ont fait les Égyptiens avec les villes Al-Ubour et Octobre, etc., ils ont créé des migrations alternantes insupportables. Alors, est-ce que vous prenez en considération ce... je réponds pour rassurer monsieur Sidi Boumediene qu'effectivement, il y a plus de 40% qui sont dédiés à l'activité. Comme je l'ai dit, combien ? Il y a 46% qui sont dédiés donc à l'activité. Et
l'action intersectorielle, elle est là. Pas plus que 15 jours, nous avons tenu une réunion avec 3 ministres et le DG de... C'est pour que toutes ces actions intersectorielles, celles relevant du secteur du travaux publics ou de l'hydraulique ou du transport, doivent être menées en même temps pour éviter ces dysfonctionnements et ce décalage entre l'action... Si je peux rajouter simplement le travail justement en équipe, excusez-moi, là je vais peut-être aller sur mes 2-3 points dont je devais parler. La politique de la ville passe obligatoirement par les professionnels du cadre de vie, c'est-à-dire les architectes. Donc, associer les chercheurs dans les départements d'architecture, les architectes praticiens, qu'ils soient dans le secteur public ou le secteur privé. Vous voulez dire qu'on n'avait pas été associés ? Je ne parle pas en mon nom personnel, mais on est en train de dire ça n'a pas été fait et ça doit être fait. Deuxième chose, un point dont je voulais parler. Aujourd'hui, vous posez la question à n'importe quel citoyen, son rêve est peut-être de vivre dans un quartier fermé, avec de préférence un gardien et un portail pour rentrer chez lui. Il est tranquille. Ça, c'est un échec. Le concept de la cité clôture. Exactement. Ça, c'est un échec total. Parce que penser comme ça, c'est qu'il n'y a plus du vivre ensemble. C'est comme nous, on a grandi là-dedans, dans le vivre ensemble. Donc, comment faire pour remettre ça? C'est d'abord éviter une densification trop forte. Néanmoins, circonscrire la ville. La ville ne doit pas s'étaler, vous l'avez dit tout à l'heure, indéfiniment. La ville doit être le plus compacte possible. Monsieur Sidi Boumediene a parlé des horaires que les gens mettent dans le transport, mais c'est absolument effarant qu'on passe 4 heures dans les transports. Donc la compacité de la ville, la mixité fonctionnelle, pas uniquement sociale, mais fonctionnel. On va trouver toutes les fonctions. Et surtout, et là, je le dis pour les quartiers et pour les projets à venir, permettre l'accessibilité. L'accessibilité à tous les citoyens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, personnes en difficulté ou pas. Et quand on donne, on offre aux citoyens un espace vert ou autre, il doit être accessible. Les espaces verts, lorsqu'ils sont loin des villes, sont difficilement accessibles. Il faut prendre la voiture, c'est un énorme problème. Donc on doit... Ça a un coût aussi. Et exactement. Quand je parlais d'épanouissement, donc tout ce travail-là doit être fait en associant les professionnels du secteur. Allez-y, M. Ben Saad. Plusieurs préoccupations. Effectivement, il y a plusieurs préoccupations et comme je l'avais dit, à chaque fois, nous sommes en train de recadrer un petit peu l'action publique. Il parlait donc d'espace public et tout ça. Si je reviens au poteau d'Alger, donc je pense que cette dimension a été étudiée d'une manière minutieuse. Si vous avez remarqué, donc Alger recèle des potentialités vives, notamment dans ce cadre précis. Les Sablettes qui étaient à un moment donné un rempart et qui rentrent dans ce cadre. La dépollution de Oued el-Harrach avec la transformation de la vocation de Oued en lui-même, on va créer des espaces ludiques, des espaces de sport, des espaces de détente, des espaces de récréation. L'étude de la baie d'Alger, elle rentre aussi dans ce cadre. On veut ouvrir la ville. On veut ouvrir la ville sur la mer, ouvrir la mer sur la ville. On veut retisser le lien entre donc, la mer et la ville. Et il y a des actions très importantes qui sont donc projetées dans ce cadre et qui se réalisent selon des échéanciers précis à travers, bien sûr, les dotations financières mobilisées à différents termes. Je vous donne quelques... La baie d'Alger, donc le projet, il s'étale pratiquement sur 50 km de Cap Kaxine jusqu'à Cap Matifou. Les actions que vous êtes en train de voir actuellement rentrent dans ce cadre. On est allé plus loin. Nous avons même, dans le cadre du poteau d'Alger, arrêté une charte d'espace public. Qu'est-ce que c'est cette charte? Où sont nos espaces publics? Comment doit-on les aménager? Quels sont les types de mobilier urbain qu'il faut mettre en place? Les types de plantations avec les espèces d'arbres qu'il faut mettre en place? Les détails d'implantation? Donc tout ça figure dans le cadre de cet instrument qui est opposable par la suite et qui doit être réalisé conformément aux prescriptions
arrêter dans le cadre de ces instruments. Monsieur Ammar Ben Saad, directeur général de la ville au ministère de l'Habitat, merci pour tous ces éclaircissements. Merci d'avoir participé à ce débat. Le temps qui nous est imparti, malheureusement, c'est terminé. Monsieur Sidi Boumediene, Rachid Sidi Boumediene, socio-urbaniste, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Échec des instruments ou Instruments de l'échec, l'urbanisme en Algérie, bien sûr, paru aux éditions alternatives urbaines. Vous êtes également votre dernier ouvrage, Jean Pelletier, Alger 1955, essai d'une géographie sociale, paru donc cette année aux éditions APIC, ici en Algérie. Merci à vous. Également, Monsieur Lounas Msaoudi, architecte, vous êtes lauréat du prix national d'architecture et d'urbanisme en 2012. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonsoir. Ils ont accepté mon invitation. Mes invités ont un point commun, une très très belle voix. Sans plus tarder, allons découvrir ceux et celles qui ont accepté mon invitation ce soir. We found a love in a hopeless place. We found a love in a hopeless place. We found a love in a hopeless place. Bravo! يا كان نبغيها يا راي نبغيها ندير ما قال لي راسي نديها كنت ناوية ترميني في بيرة وعلاش د الغدر وعلاش د الغدر علاش الغدر ماشي حق عليك اسم الغربة صعيب يا ميمة من داغو أمره لله أمين 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 Madame, Monsieur, bonsoir. Être enterré à Alger, c'était son dernier vœu. Roger Hanin, cet homme attachant aux multiples talents, nous a quittés à l'âge de 89 ans. Roger, malgré l'éloignement de sa ville natale, a toujours porté l'amour de l'Algérie dans son cœur. Celui qui allait devenir le célèbre inspecteur Navarro, vu dans le cinéma dans Coup de Sirocco ou Le Grand Pardon, habitait à Bab el Oued, dans la rue Misan, juste à côté de l'usine à SNTA, ex-Bastos, au cœur palpitant d'Alger la Blanche.
C'est vrai que les amitiés les plus profondes, les plus tenaces, enfin les plus solides, disons, sont celles qui se créent dans l'enfance. C'était pas un scoop. Bon. Et moi, mon enfance s'étant passée en Algérie, mes amitiés les plus solides viennent de là-bas. Et c'est vrai que dans des cas de déséquilibre, d'angoisse, d'inquiétude, etc., on va vers